Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Votre web radio locale. Chers auditeurs de Radio Vissou, nous sommes en direct et nous avons la chance aujourd'hui et l'honneur de recevoir le président de la commission extramunicipale du cadre de vie, qui a été aussi dans le Grand Paris, également dans le cadre de vie précédent. Donc ça fait au moins 8 ans, mais même bien avant, parce que je te connais depuis bien longtemps. C'est vraiment un peu l'historien de Vissou. Il est là depuis 45 ans, mais il va se présenter lui-même. En tout cas, je vous donne son nom. C'est Jean-Étienne Kerr, que vous avez vu notamment qui a animé le grand débat il y a quelques mois. Oui, merci Jean-Luc. Effectivement, j'habite Vissou depuis 1977. Et en 2 mots sur ce que j'ai fait au cours de cette période, j'ai commencé par être enseignant. Je suis historien de formation initiale, agrégé d'histoire, 1972. Et ensuite, j'ai trahi l'enseignement pour entrer dans l'administration par la voie de l'École nationale d'administration. Et donc, j'ai passé toute ma carrière dans différentes administrations, et notamment au ministère de la Culture. Et puis maintenant, je suis à la retraite, bien sûr, et donc je m'occupe en donnant un coup de main à la mairie, en étant présent, et puis en m'intéressant à l'histoire de Vissou, et c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Voilà, donc on va vous narrer un petit peu l'histoire de Vissou depuis des siècles, en privilégiant dans la deuxième moitié la partie plutôt contemporaine. Donc Jean-Étienne, je te donne la parole pour que tu nous dises un petit peu comment est né Vissou, son nom et son histoire. Très bien. Vissou, si on se réfère à sa situation géographique, donc on est au cœur du bassin parisien, non loin de ce qui est devenu la capitale de la France, Paris. Et la situation géographique précise, on est sur un petit plateau, qui est celui de l'aéroport d'Orly aujourd'hui, et qui s'appelait dans les temps anciens le plateau de Longboyau. Alors ce n'est pas un nom extrêmement joli, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas, et on préfère souvent, si on veut désigner l'endroit où nous sommes, dire le Hurepoix, qui est un nom plus joli, mais qui est plus vaste et plus vague. Et donc Vissou, c'est un plateau, et puis des rebords de la vallée de la Bièvre, puisqu'on a un rue de Vissou qui va se jeter dans le rue de Rungis, et les deux vont jusqu'à la Bièvre. Il y a une petite question. Tu parlais, on est sur un plateau, et en même temps, on appelle la plaine de Montjean. Alors, c'est une excellente remarque, parce que les géographes, traditionnellement, utilisent pour désigner ce qu'on a à Vissou et à Montjean, le terme de plateau, c'est-à-dire une zone plate creusée de vallées. Alors qu'une plaine, c'est une zone plate aussi, mais où les vallées ne sont pas du tout marquées. Donc, personnellement, en tant qu'historien et géographe, j'aurais tendance à dire le plateau de Montjean et pas la plaine de Montjean. Mais enfin, bon, le nom est passé en usage, on ne va pas chipoter là-dessus. Alors, donc, voilà, donc le lieu géographique, le site de Vissou. Et donc, juste un mot pour dire qu'on n'a pas retrouvé d'occupation très ancienne, notamment préhistorique, sur le site de Vissou. C'est dans des communes voisines qu'on a pu parfois mettre en évidence la présence de l'homme aux périodes préhistoriques, notamment du côté de Villejuif, du côté de Bercy, puisqu'on a retrouvé notamment des pirogues qui étaient utilisées par les hommes préhistoriques. Mais à Vissou, rien. Peut-être qu'un jour, en creusant quelque part, on retrouvera quelque chose. On ne peut pas l'exclure du tout. Mais l'homme apparaît à Vissou à l'époque de la Gaule, puisqu'il y a quelques années, en faisant des fouilles sur justement le plateau d'Orly, près des pistes, on a retrouvé les traces d'une ferme gauloise, qui était donc inconnue jusque-là, mais on ne sait pas très bien à quoi elle se rattachait, et en tout cas on ne peut pas en déduire qu'il existait déjà un village à côté de cette ferme, et donc à Vissou, dans le Vissou actuel. Donc finalement, il faut arriver à la période gallo-romaine pour trouver des choses beaucoup plus concrètes. Et donc la période gallo-romaine, il y a un certain nombre de communes, d'ailleurs, des environs immédiats de Vissou, qui portent des noms gallo-romains.
On va voir que ce n'est pas exactement le cas de Vissou. Mais par exemple, Antony, les noms qui se terminent en Y, c'est la terminaison latine Iacom, qui voulait dire le domaine. Donc Antony, c'est Antoniacum, le domaine d'Antonius, Antoine. Ça a donné Antoine en français. Bon, Orly, Aureliacum, c'est le domaine d'Aurelius ou Aurélien, etc. Je m'appelle Touli, mais ça n'a rien à voir. Hein, parce que ça fait Touli, aussi. non, le Y. Mais c'est vrai qu'en France, dans le sud de la France, le Acom a donné Ac. Il y a beaucoup de noms en Ac, Bergerac, etc. Cognac. Et dans la région parisienne, ça a donné Y. Bon, c'est Savigny, Chilly, oui, tout à fait. C'est tous ces noms-là. Savigny, c'est également un nom d'origine gallo-romaine. Donc, et alors, le problème, on peut peut-être parler justement de l'origine du nom de Vissou. Vissou fait partie de ces communes, je mettrai dans le même sac Rungis, par exemple, pour lesquelles on ne sait pas exactement d'où vient le nom. Alors, le nom, il faut prendre les formes anciennes pour savoir d'où vient le nom, parce que l'étymologie, vous savez, il y a parfois, j'ai entendu dire des gens qui disaient Wissou, c'est parce qu'il y avait 8 sources, par exemple. Non, pas du tout. Les noms anciens étaient d'abord latins, et ensuite, ça ne se présentait pas du tout comme ça. Le premier nom qu'on trouve, s'agissant de Vissou, c'est un nom latin, bien sûr, au XIIe siècle, Viceorum, ou Viceorium. Et donc, à partir de là, le nom s'est déformé et puis certains ont voulu lui donner une apparence plus noble en l'appelant Villa Cereris, c'est-à-dire le village de Cérès, la déesse des moissons. Mais ça, c'est une pure invention, il n'y a pas de souci. Et donc, finalement, au fil du temps, on a des formes très variées, mais qui se prononcent à peu près Wissou, Huissou, Huissou. D'ailleurs, certaines fois, on écrit ça 8 sous. 2 fois 4 sous, mais c'était évidemment une graphie qui était fausse. Et en tout cas, ça indique une seule chose, c'est que normalement, si on est fidèle à l'histoire de la commune, on ne devrait pas prononcer Vissou, c'est-à-dire avec le W à l'allemande, mais on devrait prononcer Wissou avec le W à l'anglaise. Parce que ce W, ça traduit le W. Dans la région parisienne. Je vous donne un exemple. Au nord de Paris, il y a une commune dont le nom s'écrit W-Y. Eh bien, on dit oui. Oui, dit joli village. Bon. Et dans le nord de la France, pareil, Waterloo, etc. Bon. Et on ne dit pas, on ne prononce pas à l'allemande. Mais ici, à Vissou, on a pris l'habitude de prononcer à l'allemande, donc on ne va pas revenir là-dessus. De la même façon que Rungis, normalement, on ne devrait pas prononcer le S à la fin, on devrait dire Rungis. Et pas Rungis. Enfin bon, ça c'est des questions qui nous dépassent un peu. Et alors donc, l'étymologie, alors d'où vient le nom, d'où pourrait venir le nom? Alors il y a eu plusieurs hypothèses de la part des spécialistes. Alors, Viceorium, on a approché ça de Vicorium, qui voulait dire le petit village. Petit village, bon. Mais en réalité, ça semble peu vraisemblable du point de vue de l'évolution de la langue. Alors, un érudit allemand avait proposé Vicus Suevorum, c'est-à-dire le village des Suèves. Les Suèves étant une peuplade qui faisait partie des peuples germaniques des grandes invasions. Et alors on sait qu'il y a des Suèves qui sont passés près de Paris, mais on ne sait pas du tout où ils sont installés, et donc on n'a aucune preuve d'aucune sorte que Vissou a été fondé par cette peuplade, les Suèves. Et plus récemment, la dernière hypothèse a été faite par un grand spécialiste de l'histoire ancienne de la région parisienne, Michel Roblin, qui, lui, rapprocherait Vissou d'un nom composé de ville, bien sûr, et d'un nom germanique qui suivrait. Comme on trouve beaucoup de noms de villages en Île-de-France qui sont composés d'un nom germanique, parce que les Francs, notamment, ont beaucoup peuplé la région. Et donc, ça pourrait être Ville-Soult, par exemple. Il y a une autre commune qui s'appelle Montsoult, par exemple. Ville-Soult, Montsoult, etc. Bon. Mais on n'en sait rien.
C'est-à-dire que tout ça, ce sont des hypothèses. Et comme dit l'abbé Varègne dans son histoire de Vissou, dont on va reparler certainement, eh bien, à l'heure actuelle, on n'a pas de certitude. On ne sait pas très bien d'où vient le nom de Vissou. C'est un nom étrange. Mais on est obligé de conclure comme ça. Voilà donc. Alors, je reviens un instant à la période gallo-romaine. Parce que justement, là, on a des traces, et des traces qui sont intéressantes à Vissou. Et bien sûr, on va penser tout de suite à l'aqueduc de Lutèce, c'est-à-dire que les Romains, quand ils ont créé leur ville romaine, Lutèce, appelée Lutèce, eh bien, ils avaient besoin de l'alimenter en eau. Alors, les Romains étaient très exigeants, ils voulaient de l'eau fraîche, de l'eau pure, et donc il n'était pas question d'aller pomper de l'eau dans la Seine. En plus, la Seine, à l'époque, était vraiment en contrebas de la ville, puisqu'il faut se rappeler que Lutèce, en gros, était située sur la montagne Sainte-Geneviève, et le centre de la ville était à peu près au niveau du Panthéon, donc tout à fait en haut. Donc on ne pouvait pas prendre l'eau de la Seine, c'était compliqué de la monter. Et donc, finalement, ils sont allés chercher des sources, là où il y en avait assez, et là où elles étaient de bonne qualité. Et comme c'était de grands constructeurs, ils ont construit un aqueduc qui, donc, est parti de la zone Rungis-Vissou, et qui menait ensuite les eaux jusqu'à Lutèce, c'est-à-dire jusqu'au quartier latin actuel. On en a encore une trace que vous pouvez visiter à Paris, qui sont les thermes de Cluny, et qui étaient donc des thermes alimentés par les eaux de Rungis et Vissou. Alors, cet aqueduc, on en a retrouvé des traces, y compris à Vissou, puisque c'était sur le territoire de Vissou, pas loin de la limite de Rungis, près de la Fraternelle et de la voie des Groux, qu'on a retrouvé ce qu'on appelle le carré des eaux, c'est-à-dire l'endroit où les Romains avaient rassemblé toutes les rigoles de captage des différentes sources qui alimentaient l'aqueduc. Donc c'était en quelque sorte ce carré des eaux, la tête de l'aqueduc. Et ensuite, donc, c'était une conduite unique qui allait jusqu'à Paris, jusqu'à Lutèce. Et ce carré des eaux existe toujours. Et il a été fouillé à la fin du XIXe siècle et ensuite rebouché, puisqu'il était dans le sol. Et aujourd'hui, non seulement il est dans le sol, mais il est recouvert par une énorme quantité de remblais, puisqu'on est dans la partie de la vallée du rue de Rungis qui a été remblayée au XXe siècle. Remblayé des blés qui provenaient de l'autoroute, de l'aéroport. Alors, absolument, des remblais qui venaient de différents grands chantiers d'Île-de-France dans les années 60-70. Alors, on a la chance que ce soit des remblais justement de travaux, ce qui fait qu'il y a eu des analyses qui ont montré qu'il n'y avait pas de produits toxiques dedans. Hein, c'est des remblais inertes. Mais malheureusement, ils ont complètement fait disparaître, et au-delà, la vallée, la charmante vallée du rue de Rungis, dont on peut avoir une idée dans la partie supérieure, près de la colline Cacao, à Rungis. Mais donc, le rue ayant été entièrement recouvert depuis l'arrivée à Vissou jusqu'à l'autoroute du Sud. Alors, ceci étant dit, pour revenir un instant sur l'aqueduc, donc, il y a, au XIXe siècle, donc on a fait des fouilles, on a trouvé qu'il y avait une partie de cet aqueduc qui était alimentée par des sources de Vissou, et notamment dans le parc Arthur Clarke, le parc des étangs, actuellement. Et puis, et bien entendu, l'aqueduc, on peut en voir quelques vestiges, alors non pas à Vissou, mais à Arcueil. Lorsque l'aqueduc traversait la vallée de la Bièvre, on a encore des piles de ponts gallo-romains qu'on voit en contrebas des aqueducs qui ont été construits depuis, puisque comme les Romains avaient très bien choisi le lieu de passage de l'aqueduc, eh bien, au XVIIe siècle, quand on a construit l'aqueduc de Rungis pour également alimenter Paris à l'époque de Louis XIII, eh bien, l'aqueduc est passé au même endroit. Donc on le voit aujourd'hui, c'est un aqueduc en pierre de taille. Et au XIXe siècle, quand Belgrand, le grand ingénieur qui travaillait avec Haussmann, tout à fait, et bien quand il a construit l'aqueduc de la Vanne, puisque là, cette fois-ci, il s'agissait d'aller chercher une source à plus de 100 km de Paris, eh bien, il a traversé au même endroit. Et l'aqueduc de la Vanne, c'est l'aqueduc en meulière qu'on voit au-dessus de l'aqueduc Médicis, qui est en pierre blanche sur la partie inférieure. Il s'est appuyé dessus. Donc c'est intéressant à noter, d'ailleurs, c'est que de l'époque gallo-romaine jusqu'au XIXe siècle, on n'a pas beaucoup évolué sur l'approvisionnement en eau
des habitants. Et on s'est appuyé, en fin de compte, sur ce qui s'est passé quelques centaines d'années avant. Absolument. Et c'est vrai que l'approvisionnement en eau de Paris n'a pas vraiment bougé depuis l'époque gallo-romaine jusqu'au 19e siècle, fin 19e, à l'époque des travaux de Haussmann et Belgrand. Jusque-là, les Parisiens, par exemple au Moyen-Âge, évidemment, l'aqueduc de gallo-romain, il était abîmé, il ne servait plus. Mais donc, on buvait l'eau de la Seine. On buvait l'eau des puits de la nappe phréatique de la Seine, donc je peux vous dire qu'elle n'était pas excellente. Et jusqu'au milieu du 19e siècle, les voyageurs qui venaient à Paris racontent qu'ils avaient la tourista, on dirait aujourd'hui, quand ils venaient à Paris, parce qu'ils buvaient une eau qui était complètement dangereuse. Voilà. La tourista qu'on retrouve même plutôt dans la partie sud maintenant de la France, en tout cas même pas en France, mais même d'ailleurs, mais un peu plus bas. Pour revenir sur le village de Vissou, oui. Puisque je crois que c'est dans le livre de l'abbé Varenne, paru en 1955, qui a fait l'objet d'une réédition en 1977 du temps du monsieur Buffat, le maire de l'époque. Il est noté qu'en 1255, c'est à peu près dans ces années-là qu'on a créé l'église, je crois aussi, on avait 497 habitants. C'est tout à fait, c'est tout à fait exact. Donc, tout à l'heure, on a vu que le nom de Vissou apparaissait au XIIe siècle et l'église est un peu plus tardive, les fin XIIe. Enfin, l'église, plus exactement, il faut être précis, le chœur et le clocher, puisque le reste, la nef, le bas-côté, la sacristie sont plus tardives. Et effectivement, ce chiffre est tiré d'un document très, très important dans l'histoire de Vissou, puisque 1255, c'est le moment où le seigneur de Vissou, on va revenir sur qui était seigneur, c'est le moment où le seigneur de Vissou affranchit les serfs. Et donc, à ce moment-là, il y a une sorte de recensement général, et tous les paysans qui étaient là, sont comptés un par un, et puis... c'est un progressiste, donc, quelque part. Alors, oui, bien sûr. Alors, c'était un mouvement un peu général, il faut bien le dire, parce que, le système commençait à être un peu mal supporté, puisque je rappelle que les serfs n'étaient pas réellement des esclaves, mais enfin, ils avaient un statut assez proche, et notamment, ils ne pouvaient pas se marier librement, ils ne pouvaient pas quitter le territoire de la paroisse où ils étaient, etc. Enfin bon, bref, leur liberté était extrêmement restreinte. Alors peut-être pour faire une pause musicale, et pour aborder dans la deuxième partie, il y aura 3 parties, le Moyen-Âge et la suite, notre technicien favori et animateur, Yves, va nous passer un petit morceau pour nous détendre un tout petit peu avant de repartir sur cette histoire de Vissou passionnante. When the chimes end, just try.
Donc Jean-Étienne va nous faire quand même un petit complément sur la partie gallo-romaine qu'il n'a pas eu le temps de nous évoquer. Jean-Étienne, vas-y. Juste un mot, parce qu'il y a un autre souvenir de la période gallo-romaine à Wissous et qu'on ne cite jamais, que je crois qu'il n'est même pas dans l'ouvrage de l'abbé Varègne, c'est que Wissous était pas loin de la Nationale 20, et l'ancêtre de la Nationale 20, c'était la voie romaine qui allait de Lutèce à Orléans, Genabum en latin. Et donc, il n'avait pas tout à fait le tracé actuel, mais la limite des communes entre Antony, Massy et Wissous est exactement située sur le tracé de la voie romaine, qui ensuite descendait vers Longjumeau. C'est toujours vrai aujourd'hui. C'est toujours vrai aujourd'hui. Simplement, il n'y a pas de vestiges. On ne peut pas voir de pavage gallo-romain, etc. Mais on retrouve l'ancien tracé gallo-romain. C'est un vestige émouvant, même s'il est indirect. Voilà. Alors, venons-en maintenant au Moyen-Âge, puisqu'on avait commencé à parler un petit peu du Moyen-Âge. Lorsque Wissous apparaît, donc à la fin du XIe siècle, le seigneur du village est l'évêque de Paris. Alors, il faut savoir, il faut se souvenir qu'il y a énormément de propriétés ecclésiastiques dans les environs de Paris. Alors, c'est soit l'évêque, soit on le verra le chapitre, c'est-à-dire le groupe de prêtres qui entourent l'évêque, soit encore les grandes abbayes, et notamment la plus grande de toutes à Paris, qui était Saint-Germain-des-Prés. Par exemple, Antony dépendait de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des renseignements plus anciens sur Antony que sur Wissous, parce que il y a des archives plus anciennes de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés. Bon, passons. Et alors, donc, l'évêque est le seigneur du lieu, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'autres petits seigneurs aux alentours, mais la grande propriété, c'est celle de l'évêque. Et je noterai en passant que le nom de l'église de Wissous, c'est Saint-Denis. Et il faut se souvenir que Saint-Denis, c'était le premier évêque de Paris, celui qui a fondé le christianisme en région parisienne, et donc qui aurait été martyrisé et qui aurait été décapité à Montmartre, et ensuite qui aurait ramassé sa tête et serait parti jusqu'à la ville de Saint-Denis actuelle, où il aurait été c'est un peu prémonitoire avec les événements qu'il y a eu au Stade de France à Saint-Denis. Oui. Sans faire de parallèle, non, évidemment. Non, il n'y a pas grand-chose de parallèle. Oui, mais enfin, bon, c'est Saint-Denis aussi. Bon, voilà. D'accord. Ça a changé depuis l'époque de Saint-Denis même. Et la ville, d'ailleurs, ne s'appelait pas Saint-Denis, puisqu'elle s'appelait Saint-Denis justement parce qu'il y avait le tombeau du saint, et donc ça s'appelait Catuliacum, donc c'était un nom gallo-romain aussi. Et donc le seigneur, c'est l'évêque. Alors il a des grandes propriétés, et il crée, j'allais dire, la ferme seigneuriale, l'endroit où il va y avoir le fermier qui va labourer les terres pour son compte, et également l'endroit où on va déposer l'impôt en nature qui était dû au clergé, qui s'appelait la dîme. Et donc, dans cette ferme, on va retrouver une grange aux dîmes, c'est-à-dire l'endroit où on entreposait la dîme, c'est-à-dire, étymologiquement, dîme, c'est le même mot que dixième. Ça voulait dire le dixième des récoltes. Qui était reversé en nature. Bien. Et donc, c'est cet évêque de Paris qui, en tant que seigneur, a fini par affranchir les serfs, comme on l'a vu tout à l'heure, en 1255. Et donc, ça explique pourquoi l'Église était pratiquement incorporée dans la ferme seigneuriale, puisque c'était une propriété ecclésiastique aussi. Et donc, ça n'est qu'au fin 19e, début 20e, qu'on a séparé ce qui reste de la ferme seigneuriale, que tout le monde connaît, là où il y a le restaurant de la Grange aux Dîmes, de l'église, en traçant la rue André d'Olimier. Mais auparavant, l'église, on y rentrait par le côté nord, parce que la façade et le côté sud étaient englobés dans la ferme seigneuriale. Quand tu dis que c'était au début, fin du 19e, début 20e, oui. Ça a un rapport avec la loi sur la laïcité de 1905 ou pas du tout? Non, ça n'a pas de rapport. Ouais. C'est le moment où on a aménagé les environs de l'église, et notamment on a détruit aussi à cette occasion le superbe pigeonnier
qui s'élevait à peu près au milieu de la route devant l'église, quoi, et qu'on voit encore sur une photographie ancienne dans le livre de l'abbé Varenne. Le pigeonnier qui se trouve à côté de la maison du gardien ou Ah non, pas du tout. C'était une énorme tour ronde. D'accord. Ah non, c'était un blocos, enfin un énorme bâtiment. Et je rappellerai qu'à cet égard, que le pigeonnier, c'était, à l'époque, le symbole du seigneur, puisque seul le seigneur avait le droit d'avoir des pigeons. Parce que les pigeons, ils mangent un petit peu les semis, donc les récoltes. Et donc, c'est pas des pigeons voyageurs. Ah non, enfin, ça peut l'être, mais en tout cas, à l'époque, non, c'était pas pour ça. Je crois qu'on les élevait pour les manger, surtout. Et donc, c'était un signe absolument évident du pouvoir du Seigneur. Bon, je ferme la parenthèse. Et alors, donc le Seigneur était l'évêque de Paris, mais évidemment, l'Église était desservie, non pas par l'évêque, bien sûr, il était à Paris, mais par un curé, certainement. Alors, on a des noms anciens. D'ailleurs, la première fois que Vissou apparaît, c'est parce qu'on parle d'un curé de Vissou. Bon. Et donc, ce curé, c'est celui qui, comme son nom l'indique étymologiquement, celui qui a la cure des habitants, c'est-à-dire qu'il doit s'occuper des habitants et donc assurer les cérémonies, être présent, etc. Il était curé de Vissou ou curé aussi des communes Alors, avoisinantes justement, c'est pas forcément très clair, parce qu'au fil du temps, ça a pu varier. Quand vous prenez la liste des curés dans le livre de l'abbé Varenne, on voit qu'il y a eu des époques, et y compris d'ailleurs à l'époque la plus récente, au XXe siècle, où c'était le curé de Chilly-Mazarin ou Morangis, etc., qui assurait le service à Vissou. Alors au Moyen-Âge, il est probable qu'il y avait un curé à Vissou, mais on n'en a pas toujours la certitude. Et alors le curé était aidé pour, j'allais dire, des tâches domestiques, c'est-à-dire entretien de l'église, travaux, nettoyage, etc., par ce qu'on appelait la fabrique. Alors la fabrique, c'était une sorte d'association, à l'époque on ne parlait pas comme ça, on ne disait pas association, mais d'habitants qui donc se chargeaient de ça. Et ces habitants, ces membres de la fabrique étaient élus par la population. Donc c'était une sorte de démocratie avant la lettre. Et l'abbé Varenne dit que finalement, il y avait plus de démocratie là-dedans qu'il n'y en avait dans les communes qui se sont créées au Moyen-Âge, comme à Paris par exemple ou ailleurs. Et alors finalement, donc la fabrique, elle avait des revenus, les gens payaient un petit peu aux quêtes, et puis elle pouvait posséder également des propriétés qui rapportaient de l'argent, etc. Et alors à partir de cette époque-là, jusqu'à la période de la Révolution française, il se passe quand même plusieurs centaines d'années, comment Vissou va évoluer tout au long de ces centaines d'années, en gros entre 1300 et 1800, c'est 500 ans. Alors, Vissou est un village, donc mettons à peu près entre 500 et 1000 habitants à peu près, donc avec des seigneurs, mais aussi des paysans qui ont leurs propres propriétés. Des animaux. Et il faut voir, Vissou, aujourd'hui on a du mal à s'imaginer, donc c'est un petit village qui est complètement isolé au milieu d'une énorme plaine à blé, qui est donc ce plateau d'Orly, et à tel point que Vissou était certainement très mal relié aux autres communes des environs. Mais enfin, il est vrai que personne ne voyageait, personne ne bougeait. Donc, alors, un peu plus à l'ouest passait la route royale qui allait de Paris à Orléans. Et au XVIIIe siècle, on a fini par construire une vraie route qui reliait Vissou, le centre de Vissou, l'église, à la nationale. C'est la route d'Antony, alors. C'est la route d'Antony, ce qu'on appelait le pavé de Vissou, et qui existe encore, qui est cette grande ligne droite, si on prend en face de l'église et qu'on va tout droit. Alors évidemment, aujourd'hui, on va passer sur et sous l'autoroute du Sud, n'est-ce pas? Mais on aboutit finalement, au bout du bout, au petit massif, c'est-à-dire en haut d'Antony, quoi. Et donc ça a été en quelque sorte le désenclavement de Vissou. Alors ça n'a pas changé grand-chose, bien sûr, pour les habitants. Et il faut voir que les gens ne bougeaient pas. Ils se mariaient entre eux, ou alors éventuellement dans le village voisin, mais enfin c'était déjà un maximum. Donc si je comprends bien, les transports de Vissou vers Paris ou vers Antony
Aujourd'hui, on a à peu près les mêmes problèmes. Oui, Sans faire de parallèle aussi. non, Mais non. quand même. Mais à l'époque, c'était pas grave parce que les gens ne bougeaient pas. Les seuls Oui. transports, c'était éventuellement la nourriture et notamment les récoltes. Puisque les récoltes, une fois qu'on avait cultivé le blé et qu'on l'avait récolté, eh bien, il fallait faire de la farine avec et puis du pain. Et donc, il fallait transporter tout ça. Et donc, il y avait des charrois qui menaient le grain jusqu'au moulin. Et vous aviez, jusqu'à une date récente, je regrette d'ailleurs qu'on ait abandonné ce nom, la rue des Meuniers, la voie des Meuniers, là, qui traverse aujourd'hui le quartier de Saint-Éloi, et qui était la voie par laquelle les paysans de Wissous allaient porter leur blé au moulin qui était installé sur le rue de Rungis et qui s'appelait le moulin de Sainte-Joie, qui était à peu près au niveau de ce qu'on appelait du bas de Fresnes. Alors, de ce qu'on appelait jusqu'à une date récente le bas de Fresnes, et qu'on appelle maintenant le coteau de Wissous. Voilà, comme quoi tout ce qui est inférieur, bas, etc., on ne le supporte plus. La Loire inférieure, la Loire Atlantique, etc. Bon. Et donc, il y avait un moulin qui a disparu assez au XVIIe siècle, mais donc on en a gardé le souvenir. Mais qu'est-ce qui a vraiment évolué, en gros, sous François Ier, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV? Est-ce que Wissous est devenu un village qui a beaucoup augmenté? Non. Alors, il y a une chose qui a changé en 1578. Le seigneur, qui était toujours l'évêque de Paris, a cédé sa seigneurie au chapitre de Notre-Dame de Paris. Alors, ça ne changeait pas grand-chose pour les habitants. Donc, on avait à Wissous le seigneur principal qui était un seigneur collectif, ce qu'on appelle un seigneur collectif, puisque ce n'est pas un individu, c'était un groupe qui était le chapitre, donc l'ensemble des prêtres qui assistaient l'évêque. Une sorte de démocratie, quoi. Alors non, faut pas exagérer non plus. Oui. Alors c'est quand même intéressant de le savoir, parce que d'abord cette situation a duré jusqu'à la Révolution, et deuxièmement, on en conserve un vestige à Wissous, vestige qui est situé actuellement dans l'église, et vous pouvez voir sur le mur sud du bas-côté de l'église un dossier, un très grand dossier en bois, un dossier de banc, qui contient les armes du seigneur de Wissous, qui était le chapitre de Notre-Dame de Paris, qui représentait une Vierge à l'enfant, et autour une inscription qui disait donc chapitre de Notre-Dame de Paris, enfin en latin bien sûr. Et donc c'est un vestige émouvant de cette période. Alors, Wissous, donc je vous ai décrit en 2 mots la vie, c'était l'agriculture, et puis on vendait les produits, on faisait de la farine, du pain. Alors, il y avait un peu d'élevage, oui, forcément, parce qu'il fallait un peu de lait aussi, etc. Mais ce n'était pas une grande région d'élevage. De manière générale, les plateaux de l'Île-de-France n'ont jamais été réputés pour en Beauce, par exemple, on ne trouve pas beaucoup d'élevage. Et donc, finalement, ce qui s'est passé, ce qui a en quelque sorte modifié la vie des habitants, mais bien malgré eux, ce sont les guerres. Parce que c'est vrai que les habitants ne bougeaient pas, mais par contre, il y en a qui venaient à eux, et c'était souvent des armées, et puis des guerriers plus ou moins mercenaires. Et donc, Wissous a subi plusieurs guerres. Alors, la première, et là je reviens un peu au Moyen-Âge, c'était la guerre de 100 ans, puisqu'il y a eu pas mal de combats. Paris a été assiégé et pris à plusieurs reprises. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est sûr que ça a été des périodes très difficiles pour la population environnante. C'est une des raisons, d'ailleurs, ces guerres qui ont fait que la population n'a pas vraiment augmenté pendant une certaine période, quoi. Oui, elle a certainement varié, mais on n'a pas le détail, parce qu'il n'y avait pas trop de recensement à l'époque. Mais effectivement, quand ça commençait à aller mieux, ça replongeait parce qu'il y avait une guerre. Et alors, pour prendre l'exemple des guerres à l'époque moderne, on a eu quand même les guerres de religion, donc au XVIe siècle, et à l'époque, il y a eu donc des combats très très sérieux à Paris et aux environs de Paris, entre catholiques et protestants. Oui, bien sûr. Oui. Et puis, il y a eu également au XVIIe siècle la Fronde, ce qu'on appelait la Fronde, cette révolte des grands seigneurs contre
le roi qui était en train de devenir un monarque absolu. Et bon, alors finalement, Temps de Mazarin. Ça. c'est à l'époque de Mazarin, tout à fait. Et il y a eu également donc des combats dans les environs. Mais finalement, j'allais dire la seule guerre, alors en se rapprochant de nous, qui a vraiment été difficile pour Vissou, ça a été la guerre de 70, la guerre qui avait été initiée par Napoléon III contre la Prusse. Alors comme on le sait, les armées françaises ont été défaites en août 70 très rapidement. Et donc les Prussiens sont arrivés autour de Paris. Et qui dit autour de Paris, dit Vissou. Et Vissou, alors la population, quand elle a su que les Prussiens arrivaient, s'est enfuie. La population de Vissou s'est enfuie à 95% pour se réfugier à Paris, puisqu'à l'époque, Paris était entouré de fortifications. Et donc, finalement, on a eu une période tout à fait unique dans l'histoire de Vissou, où non seulement la population n'était plus à Vissou, elle était à Paris, mais le maire de l'époque était parti avec la population, donc la mairie de Vissou elle était installée dans Paris, et à l'Institut de France, parce que chaque village s'était installé là où il pouvait. Et il n'était resté à Vissou que quelques habitants, j'en citerai deux. Il y avait le curé, qui s'appelait l'abbé J, G-Y, et puis l'instituteur, M. Pourret. Et ces deux-là ont joué un rôle important parce que c'est eux qui ont été les interlocuteurs des Prussiens, qui ont fini par arriver, effectivement, et qui ont fait le siège de Paris. Et donc, ils ont essayé de modérer les Prussiens, ce qui n'a pas empêché Vissou de subir de très gros dégâts. La mairie a été pillée, les meubles brûlés, et heureusement, l'instituteur a réussi à préserver les archives, etc. Sans ça, on n'aurait rien retrouvé du tout. Alors, il n'y a pas eu de combat à Vissou proprement dit. Il y a eu 2 ou 3 morts, des blessés qui sont venus mourir à Vissou, soit allemands, soit un Français. Et donc, finalement, après le siège de Paris, la population est revenue à Vissou. Et donc, ça a été le moment le plus tragique dans la période contemporaine pour Vissou, parce que les guerres mondiales, là je saute un instant les périodes, mais évidemment en 1914, il n'y a pas eu de combat puisque le front était très loin. Et la Deuxième Guerre mondiale non plus. Bon, il y a eu quelques épisodes dont on pourra reparler un petit peu plus tard, mais on ne peut pas dire que Vissou en ait énormément souffert. Il n'y a pas eu de destruction. Jean-Étienne, on va s'arrêter pour la deuxième pause, et là on abordera donc les 200 dernières années, et particulièrement le 19e et 20e siècle, pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé et quelle a été l'évolution de la ville de Vissou. Them that sky shall get. Them that's not shall lose. That's got his own. Shall get. Them that's not shall lose. That's got his own. Them that's got shall get. Them that's not shall lose. That's got his own.
Them that's got shall get. Them that's not shall lose. Jean-Étienne, maintenant, on va évoquer une période contemporaine et notamment ce qui est arrivé au moment de la Révolution, les États généraux, avec les conséquences de personnalités qui se sont fait connaître à cette époque-là, dont leurs descendants sont toujours présents sur Vissou, en tout cas un certain nombre d'entre eux. Jean-Étienne, peux-tu nous en dire un mot ? Tout à fait. J'avais dit tout à l'heure que la population ne bougeait pas beaucoup. Et de fait, on a cette particularité que existe encore aujourd'hui des représentants de familles qui étaient là il y a plusieurs siècles. Alors, Jean-Luc parlait des États généraux. Pour vous donner cet exemple, les États généraux ont commencé par ce qu'on appelle les assemblées primaires, c'est-à-dire des assemblées locales, où les gens réfléchissaient ensemble sur les réformes à faire, et ce qui a donné naissance ensuite au cahier de doléances. Et à Vissou, la commission qui s'était occupée de ça était présidée par un certain Auboin, et donc vieille famille d'agriculteurs de Vissou qui avait été auparavant fermier de la ferme seigneuriale. Et donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y avait encore, à cette époque-là et encore aujourd'hui, et on retrouve ça dans le nom des maires ensuite au cours du 19e siècle, des familles d'agriculteurs véritablement implantées à Vissou, donc les Baloches, les Balus, Dolimier, on pourra citer aussi les Serouges, dont la première trace remonte à 1530 à Vissou. Et donc, famille qui est toujours représentée à Vissou. Donc, on voit que les gens ne bougent pas. Alors, si on me permet une petite anecdote personnelle, ma première femme de ménage était d'une vieille famille de Vissou, et je lui avais demandé si elle allait parfois ailleurs qu'à Vissou, à Paris, par exemple. Alors, elle y allait à peu près une fois tous les 10 ans, et encore pas toute seule. Elle y allait avec une amie, Serouge, justement, Madame Serouge. Et donc, je me souviens encore de cette anecdote où un jour, elle me dit « Ah, je suis allée à Paris, mais alors on a eu beaucoup de problèmes à Antony, parce qu'on est arrivé à la gare, on cherchait les poinçonneurs et on ne les trouvait pas. Parce qu'entre-temps, il y avait eu les tourniquets. Et elle n'était pas au courant, parce que ça faisait 10 ans qu'elle n'était pas allée à Paris. Donc voilà comment les gens vivaient à Vissou. C'est comme si Paris n'existait pas, en quelque sorte. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Alors peut-être parce qu'on a pas mal de choses à dire sur donc les États généraux, il n'y a plus de seigneurs, il n'y a plus rien. Donc il y a un transfert de propriété énorme, puisque justement le seigneur ecclésiastique, l'Église ayant donné toutes ses terres en France, pas seulement à Vissou, eh bien, il y a eu un transfert de propriété absolument considérable. Et finalement, on arrive à la période contemporaine, les communes élisent un conseil municipal, et puis on rentre, disons, dans une certaine démocratie. Bon, après, voilà. On peut apporter des nuances. Le premier maire apparaît à cette époque-là, dans les années 1790. C'est ça. Et ensuite, ça ne cesse plus. Donc, dans le livre de l'abbé Varaigne, on a la liste de tous les maires qui se sont succédés depuis cette époque-là. Alors, depuis cette époque-là, parce que j'ai fait le calcul, oui. y compris avec le dernier, Monsieur oui. Galland, oui. on en est au 32e maire. Ah, alors là, je ne connaissais pas le chiffre, mais... Donc, 32, quand vous divisez par plus de 200 ans, ça veut dire qu'il y en a certains qui ont fait des longues périodes. Alors, surtout, justement, au début. Oui, c'est exact. Et puis il y en a qui ont eu des interruptions et qui sont revenus. Oui, voilà, également. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour être maire, il fallait quand même être notable, il fallait quand même être connu et puis avoir une certaine popularité. Mais alors il faut se souvenir d'ailleurs que jusque dans les années 1880 à peu près, c'était le pouvoir central qui désignait le maire. C'est-à-dire que les conseils municipaux étaient élus, mais il n'y avait pas une élection. Il n'y avait pas. Le maire n'était pas élu par le conseil municipal. Bon, je ferme cette parenthèse aussi. Et donc, on en arrive au 19e siècle. Alors, le 19e siècle, c'est une période où Vissou se développe, parce qu'on assiste à quoi? On assiste à d'une part, la mécanisation très progressive de l'agriculture. Donc, très progressivement, les chevaux vont être remplacés par des engins à vapeur. C'est la révolution industrielle. C'est la révolution industrielle. Les transports s'améliorent.
on commence à voir apparaître les premiers chemins de fer. Alors, bien entendu, à Vissou, il ne se passe pas grand-chose, mais ça permet de mieux transporter, par exemple, les récoltes. Et puis, on a aussi la création, à la fin du 19e siècle, d'une ligne qui va passer à Vissou, qui est ce qu'on appelait l'Arpajonais. C'est-à-dire que c'était une sorte de tramway ou de chemin de fer sur route qui reliait l'ensemble des principaux lieux de production maraîchers et horticoles de la banlieue sud pour amener les produits à Paris. Et à Paris, quand je dis à Paris, c'est aux Halles. Donc ce qui fait que l'Arpajonais, comme son nom l'indique, partait d'Arpajon, et ensuite donc, remontait vers le nord en passant par Longjumeau, puis par Vissou, et ensuite rejoignait à Vissou la nationale 20, et donc circulait par la nationale 20 jusqu'à Paris. Et ensuite, Porte d'Orléans et boulevard Saint-Michel, traverser l'île de la Cité et aller jusqu'au Halles. On peut se poser la question aujourd'hui, parce que justement, il n'y a pas ce moyen de transport qui n'existe plus. Oui. Il a été arrêté, je crois, après la Seconde Guerre mondiale. Un petit peu avant. En 1935. En 1935. En 1935. Et pourquoi alors Moi, je pense tout bêtement parce que c'est les camions et les autobus qui ont tué l'Arpajonais. Et l'augmentation de la circulation sur la nationale qui fait qu'on ne pouvait plus partager. Donc l'Arpajonais a vécu de quoi de 1890 à 1935 à peu près. Une petite cinquantaine d'années. Et oui, absolument. Et finalement, il restait une gare à Vissou, la gare d'Arpajonais, qui a malheureusement été détruite pour faire une maison qui n'a pas un grand intérêt architectural et où on accueille des jeunes. Et j'avais consulté un ouvrage sur l'Arpajonais, donc les passionnés de chemin de fer considèrent que c'était quand même un souvenir assez important. Alors si je peux me permettre pour essayer, parce qu'il nous reste un quart d'heure, et comme tu habites rue Bigourdan, et qu'il y a 2-3 personnalités importantes, comme le colonel Flatters, l'amiral Mouchet et Guillaume Bigourdan, est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Disons déjà globalement que ce sont tous des militaires, parce que quand on est au carrefour près de l'ancienne pharmacie, on a le général de Gresso, l'amiral Mouchez, la division Leclerc, la place du colonel Flatters. Donc oui, on est dans l'armée là. Et alors non, plus sérieusement, alors on va commencer par celui qui s'installait le premier à Vissou, qui était l'amiral Mouchez, puisqu'il a acheté un terrain en 1870, juste avant la guerre de 70, et il lui a fait construire la maison qu'on peut encore voir, qui est à l'angle de la rue de l'amiral Mouchet, justement, et de la rue Guillaume Bigourdan, et qui est toujours occupée par ses descendants, d'ailleurs. Elle n'a pas changé de main. Et donc, en bas, vous pouvez voir un portail où il y a une petite ancre de marine, au début de la rue Pelletier, qui est le symbole donc, de l'amiral Mouchez. Alors, l'amiral Mouchez, c'était le fils du perruquier du roi d'Espagne, qui s'appelait Mouchez, donc il est né à Madrid, mais il a fait une carrière, il était français, il a fait une carrière dans l'armée française, et la marine, et il s'est spécialisé, comme c'était un scientifique, en astronomie. Et donc, il a fait plusieurs campagnes d'observation astronomique dans l'hémisphère sud, etc. Et finalement, ça lui a valu de se retrouver directeur de l'Observatoire de Paris. Après avoir dirigé les troupes qui avaient résisté aux Prussiens au Havre, puisqu'il commandait la place maritime du Havre. Et il y a eu un lien entre lui et Guillaume Bigourdan ? Ah, tout à fait. Alors, Guillaume Bigourdan était un de ses gendres, parce que l'amiral Mouchez avait beaucoup d'enfants, et surtout des filles, et donc il a eu pas mal de gendres, et parmi ces gendres, il y avait ce fameux Guillaume Bigourdan, qui était lui-même un astronome, et qui lui-même est devenu plus tard directeur de l'Observatoire de Paris. Et on dit également c'est lui qui a inventé le sismographe. Bon, voilà. Donc voilà pour la famille Mouchez. Alors le colonel Flatters, qui a sa place près de la mairie, c'était, comme son nom l'indique, un militaire, cette fois-ci de l'armée de terre, et qui habitait Vissou, là, dans la rue du Général de Gresso. On a encore sa maison. Et il est connu, si je peux dire, un peu malgré lui, par le fait qu'il avait été envoyé au Sahara pour assurer une mission qui consistait à évaluer la manière dont on pouvait construire un chemin de fer transsaharien. C'est-à-dire qu'il y aurait
relier les possessions françaises du nord et du sud de l'Afrique, c'est-à-dire en gros entre l'Algérie et puis la côte du golfe de Guinée. Et donc il s'agissait de traverser le Sahara. Et c'est au cours d'une de ces expéditions de reconnaissance qu'il a été tué par des Touaregs, qui n'aimaient pas trop voir des Européens sur leur territoire. Et donc je ne vais pas entrer dans le détail des circonstances de sa mort. Bon, on peut dire qu'il n'a pas été très prudent, il s'était un peu aventuré sans trop savoir à qui il avait affaire. Et donc il est mort et donc il a laissé un nom parmi, je dirais, les personnages de l'histoire de la colonisation française. Bien. Alors Jean-Étienne, maintenant on va, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, Oui. on va parler un peu du XXe siècle, juste pour vous dire, toujours par rapport au livre de l'abbé Varenne, que la population, en gros, entre la Révolution française et la fin de la Première Guerre mondiale, on tournait toujours autour des 800, plus ou moins 800 habitants. Et c'est à partir de 1926, on dépasse les 1000, Oui. Où ça va évoluer tranquillement jusqu'à bien après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à partir des années 60, et on va vous expliquer pourquoi. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est, ce que tu vas nous dire d'ailleurs, c'est la mairie, les différents bâtiments communaux qu'on connaît aujourd'hui, à quelle époque, comment ça s'est passé. Vissou a subi une évolution qu'on retrouve dans toutes les communes avoisinantes, c'est-à-dire que la population de la couronne de Paris a augmenté. Alors à Vissou, dans l'entre-deux-guerres, le premier lotissement à être construit, c'était Fribouly. Bon, alors il faut voir ce qu'était un lotissement à l'époque, c'est-à-dire qu'on vendait des terrains et puis la voirie, elle suivait comme elle pouvait, c'est-à-dire que les rues c'était des torrents de boue et donc finalement les gens obtenaient après des années que la voirie soit intégrée dans le domaine communal et que ce soit la commune qui finance le goudronnage, etc. Bon, je passe là-dessus, mais en réalité, ça a été le premier exemple de lotissement. Et ensuite, il y a eu, alors à partir des années 50, fin des années 50, d'autres lotissements qui sont construits, ce qu'on appelle les vivax, par exemple. Le Val-la-Croix, le Val-la-Croix, oui. 1963. 1963, alors ça a été un des rares exemples d'immeubles d'une certaine hauteur à Vissou. Alors c'était juste avant que ne soit construite la grande piste d'Orly qui va jusqu'à l'autoroute du Sud et qui a fait que Vissou est protégé des immeubles en hauteur, parce qu'on peut pas... D'ailleurs, c'est l'aéroport d'Orly qui a diminué la superficie de Vissou, puisque une partie de l'aéroport est sur la commune de Vissou. Un tiers de la commune de Vissou est occupé par l'aéroport au sens large. Le domaine de l'aéroport qui aujourd'hui est en train de se construire, n'est-ce pas, presque jusqu'au ras des pistes. Mais alors, donc, pour revenir à l'évolution de la population, se sont construits progressivement plusieurs quartiers. Il y a eu également tout ce qui est du côté de la rue Jean-Mermoz, le quartier des Glaises, etc. Bon, ça, c'était assez modeste comme construction dans l'ensemble. Le Bois-Charlet, peut-être plus tard. Alors, le Bois-Charlet, c'est très tardif, puisque c'est les années 80. Auparavant, c'était un terrain vague. Il y a eu des réflexions avec la ville d'Antony pour savoir si on ne pouvait pas étendre les installations sportives, etc. Donc, finalement, ça ne s'est pas fait. On a construit un lotissement bien connu. Et puis, le dernier en date, ça a été évidemment le Saint-Éloi. C'est tout un quartier qui a été construit sur l'emprise d'anciennes entreprises, dont l'une... dont l'une a laissé un souvenir, j'allais dire indirect, important à Vissou. C'était cette société marseillaise de travaux qui avait fait venir, au début des années 60, de grandes quantités de Portugais pour travailler dans le bâtiment. Et ces Portugais sont donc installés à Vissou et constituent aujourd'hui pas loin de 10%. Oui, parce que sur 7200 personnes, il y a environ 650 Portugais. Et qui sont tous originaires du même coin du Portugal, puisqu'on les faisait venir en famille ou en groupe. Et donc ça, c'est... Bon, l'entreprise a disparu, puisque c'est Saint-Éloi maintenant, mais elle a laissé une trace, sans le faire exprès, bien sûr. Et donc, finalement, on arrive à une population qui est de l'ordre, aujourd'hui, de 7 à 8 000 habitants. Qui est en diminution depuis 2015, étonnamment. Étonnamment, en tout cas pour ceux qui Il y a déjà eu ce phénomène de diminution. Alors, non, ça s'explique assez bien
Bon, je vais prendre mon exemple personnel. Quand je suis arrivé à Vissou, marié, 3 enfants. Bon, ben, mes 3 enfants, ils ne sont plus Ils à ont Vissou. vécu leur vie, quoi. Ils ont vécu leur vie, ils sont à Paris ou ailleurs. Et donc, là où nous étions 5, avec le même bâtiment, nous sommes 2. Donc voilà comment on diminue la population, c'est aussi simple que ça. Hein. Et alors donc, dernière chose sur ce sujet, c'est qu'il y a eu un oublié dans tout ça qui était le vieux Vissou. Parce qu'on construisait autour, mais le vieux Vissou a connu une longue période justement de déclin de la population, de déclin du bâti. Et on en a eu un bel exemple encore récemment avec un bâtiment, une maison des plus anciennes de Vissou qui s'est écroulée. Alors, faute d'entretien, bien sûr, mais il y avait de nombreux bâtiments agricoles. Alors, on en arrive justement à cette chose qui est aussi le recul de l'activité agricole, puisqu'on parlait tout à l'heure d'un village, au fil des siècles, c'était l'agriculture. Donc, très bien. Sauf que les terres agricoles se sont mis à diminuer, à la fois parce qu'il y a eu les lotissements et parce que l'aéroport d'Orly a mangé une grande partie des terres. D'ailleurs, l'aéroport d'Orly a entraîné un plan d'exposition au bruit qui, malheureusement, pour le Vieux-Vissou, est très impacté, puisqu'on ne peut pas construire pour les habitations. Tout à fait. Donc, c'est une vraie difficulté. Tout à fait. C'est une vraie difficulté pour les maires qui se sont succédés d'essayer de faire revivre le Vieux-Vissou à cause de cet empêchement de construire des nouveaux logements. Alors, je vais quand même te donner quelques dates. Bien sûr, tu oui, réagiras. oui. Par exemple, la mairie, elle date de 1935. Voilà, c'est un legs de Victor Baloche. De Victor Baloche, absolument. La famille était furieuse d'ailleurs, ce qui fait qu'il y a eu un petit procès, mais enfin bon, ça s'est terminé comme ça. Et d'ailleurs, Victor Baloche a aussi donné l'école Victor Baloche également. En 1912. Voilà. Qui est la première, enfin, c'est pas la première école, il y avait une école unique, mais ensuite il y a eu cette école Victor Baloche en 1912 et l'école La Fontaine est plus récente, 1958. Ah oui, tout à fait. Ça correspondait justement au nouveau quartier dont on parlait tout à l'heure, là, les Vivax et le lotissement de la rue Michelet, etc. Ensuite, enfin pas ensuite, mais par exemple le cimetière, le grand cimetière, pas celui qui est derrière la mairie, date de 1927. Voilà, c'est ça. Et en termes de bâtiments, là où nous sommes, donc dans la maison des associations, mais qui fait partie de ce qu'on appelle l'espace socioculturel Saint-Exupéry, date de 1972, donc on va fêter le 50e anniversaire du Syntex, comme on l'appelle. Voilà, la Poste aussi. Et la Poste a été créée à la suite de la mairie, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Donc voilà un petit peu les éléments qu'on peut vous donner. Alors c'est vrai que l'agriculture qui a baissé, mais dont beaucoup de terres autour de Vissou appartiennent à des familles. Encore aujourd'hui, oui, bien sûr. Comme c'était le cas de Montjean, par exemple. Le problème du transport est toujours d'actualité, puisque il y a une gare qui va se créer en limite de Vissou, qu'on espère appeler Vissou-Antony-Paul, mais qui n'est pas au centre de Vissou, en tout cas qui n'est pas tout à fait à proximité, ni d'Antony d'ailleurs. Alors par contre, hier, dans une réunion de nombreux élus qui doivent décider de l'avenir d'Orlyval, nous ont confirmé, alors après, les promesses n'engagent que ceux, je ne vais pas développer, mais vraiment 2 grands responsables justement de l'avenir d'Orlyval nous ont dit que, a priori, on s'orienterait vers une navette autonome de bus. Oui, de bus. Donc il y aurait bien un arrêt à la fois à la Fraternelle, à Vissou, et également donc à Chemin d'Antony, ce qui permettrait peut-être aussi aux enfants et aux collégiens d'aller plus facilement qu'en bus où effectivement... Tout à fait. Et effectivement, on aurait pu souligner, mais on n'avait pas le temps, que Vissou est un peu le martyr, puisqu'on a toute une série de grands équipements qui se sont succédés, sans jamais que la commune n'en profite. Absolument. L'autoroute du Sud, l'aéroport d'Orly, etc. On se retrouve vraiment... Enfin, c'est un village que je pense que les Vissoussiens sont contents de vivre, mais entouré de nuisances. Et vraiment, là, on ne peut pas faire pire, parce qu'on a l'aéroport, les autoroutes, le chemin de fer, etc., etc. Mais malgré tout, il fait bon vivre. Et je pense que les Vissoussiens, d'ailleurs, je pense que c'est partagé quasiment par tout le monde, souhaitent qu'on reste un village. C'est-à-dire qu'on est entre 7 000 et 8 000 habitants. On ne souhaite pas devenir beaucoup plus important. Non. D'ailleurs, il faudrait trouver, pour se faire des services publics cohérents, parce que là, c'est vrai que la Poste, c'est pas au... Bon, il y a aussi le problème des de services la santé. Publics, la santé, et des services publics, et un réseau routier. Et un réseau routier. Puisque
la départementale qui longe Vissou commence à être saturée. Donc, je pense que justement, cette dernière période fera peut-être l'objet aussi d'un débat, d'une discussion sur comment on souhaite que Vissou évolue dans l'avenir, proche ou un peu moins proche. Parce qu'effectivement, nous avons appris il y a quelques jours que 3900 logements vont être créés en limite de Vissou, à côté de la gare d'Antony-Paul. Donc 3900 logements, même s'il y a l'autoroute qui nous sépare, il y a le problème de la circulation qui va se poser. Donc il y a tout un tas de choses qui vont faire que, je ne parle pas des antennes relais ou d'autres choses comme le data center qui peuvent faire polémique, mais en tout cas il y a plein de sujets sur lesquels on aimerait bien, je parle au nom des Vissoussiens, que les Vissoussiens soient associés à des décisions qui souvent leur échappent parce qu'on est une petite ville au milieu de grandes, dont les compétences sont souvent l'agglomération, le département, la région, voire parfois le préfet. Et donc, on ne voudrait pas que Vissou, je pense que je peux parler au nom des Vissoussiens, soit un peu la poubelle, qu'on ait toujours les mauvaises choses, mais qu'on ait quand même quelques bonnes choses qui puissent nous permettre de rester dans une commune qui fait bon vivre, parce qu'il y a 4 parcs. On n'en a pas absolument. Vraiment parlé. Non, mais, on n'en a pas parlé, on aurait dû. Mais, et surtout sur Montjean, mais je pense qu'on en reparlera. Donc merci Jean-Étienne, et je te dis évidemment à très bientôt, parce qu'il y a un autre sujet que tu vas aborder, et que j'aimerais que tu évoques d'ailleurs prochainement, qui est les résidences présidentielles que tu as bien connues, et je voudrais que tu nous fasses partager tout ça. Donc merci à toi, et chers auditeurs, à très bientôt. Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Votre web radio locale.